Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce forum du jour. Le Bénin fait partie des 29 pays les plus touchés par le phénomène des mutilations génitales féminines. Le nombre de filles ayant subi ces atrocités pourrait aller de 133 à 196 millions d'ici 2050 selon les données obtenues auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Ceci en raison de la croissance démographique. Quelles sont alors les dispositions qui doivent être prises pour déjà faire baisser la prévalence? Quelle approche de solution, mais surtout, quelles sont les sanctions auxquelles s'exposent les auteurs? Nous en parlons dans le forum de ce jour avec Véronique Tognifodé-Mewanou. Elle est gynécologue obstétricienne. Docteur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour, madame. Nous sommes également avec Françoise Soso-Agbarolou. Elle est juriste. Merci d'être là également. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous portez toutes bien? Oui. Toutes belles, hein, il faut le dire. Nous sommes également avec, c'est carrément un plateau que de femmes, un plateau que de femmes pour parler d'un sujet qui concerne la femme, c'est normal. Nous sommes également avec deux belles dames qui vont nous donner leur avis sur les mutilations génitales féminines. Mais d'abord, nous allons nous rendre de l'autre côté de la régie pour avoir l'avis de la population, des citoyens précisément de la ville de Cotonou, qui nous donnent eux aussi leur avis sur les mutilations génitales féminines. À tout de suite. Les mutilations génitales féminines dont l'excision recouvre déjà un ensemble de pratiques qui conduit vers l'ablation, je dirais tout simplement des parties de l'organe génital féminin, mais surtout extérieur, et ceci pour des raisons non médicales. Donc vous comprenez déjà par là que je ne peux pas être d'accord, parce que là on force la femme à vivre d'une certaine façon une violence qui peut conduire après à de réelles, je dirais, conséquences. Non seulement sur sa santé, sur sa vie sexuelle après, et également sur son épanouissement sexuel. Et là, ils sont en train simplement de violer les droits humains. Et dès que vous violez les droits humains, mais vous êtes face à la justice. Ensemble, je crois que nous devrons dire non à l'excision. Parce que déjà, ce sont des appareils archaïques, je dirais, qui sont utilisés contre ces femmes, ces jeunes filles-là pour les exciser. C'est une aberration parce que n'oublions pas qu'elle va se marier, elle va devenir mère, donc elle garde des séquelles à vie. Vous vous imaginez, c'est psychologique, on pense que c'est seulement le corps, mais ce n'est pas seulement le corps, c'est psychologique. Vous les marquez à vie. Oh, et quoi, Daniel, même quand on sait dans le monde, quand on a et non jolly, on ne peut pas des bois, donc il y a quoi dans son well guada boy tout donc il est ndak bede boy ndé no mo ngin mo fait to la min vile we ndé ndak bede. Je suis juste en train d'inviter ces personnes-là ou ces régions-là dont ces pratiques sont réellement une tradition, je dirais, ou de coutume, pour pouvoir montrer à la femme d'une manière ou d'une autre que tu es mature maintenant, de pouvoir se dire en réalité que c'est pas bien. C'est pas du tout bien de pouvoir ne pas permettre à cette jeune fille qui sera la femme de demain de pouvoir jouir pleinement de sa vie sexuelle. Des gens particuliers qui sont proches de moi, non, j'en connais pas. Et Dieu merci. Voilà, Dieu merci, elle ne connaît pas des gens qui en ont été victimes, elle non plus, elle n'est pas victime de mutilation génitale féminine et Dieu merci selon elle. Alors docteur, lorsqu'on parle de mutilation génitale féminine, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ben, qu'est-ce qu'on appelle mutilation génitale féminine? Pourquoi ça doit faire peur? Non, effectivement, c'est un sujet très poignant qui mérite qu'on en parle vraiment et qu'on continue d'en parler. Les mutilations génitales féminines se recouvrent en fait toutes les interventions qui aboutissent à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, et aussi les lésions de ces mêmes organes, les autres lésions, mais qui sont pratiquées à des fins non thérapeutiques, non médicales. Non médicales. À quelle fin alors? Parce que c'est les coutumes, c'est les rites. Ce n'est pas parce que l'organe a un problème qu'on l'enlève. Le clitoris n'est pas malade et on l'enlève.
on l'enlève parce que c'est la coutume. La tradition l'exige. Tout à fait. Alors, notre juriste va nous dire certainement, et actrice d'ailleurs de la société civile, va certainement nous donner l'origine du mal, ou du phénomène, je dirais. C'est un mal pour nous les dames qui n'en ont pas souffert, mais ailleurs, c'est obligatoire. Quelle est l'origine de ce phénomène-là? Merci, Madame la journaliste. Et effectivement, les mutilations génitales féminines constituent vraiment un fléau. C'est un fléau. Carrément. Et l'origine, les raisons qui sont avancées, c'est pour contrôler la sexualité de la jeune fille, c'est pour la préparer au mariage, diminuer son désir sexuel afin qu'elle soit fidèle à son mari. Bon, il y a tout un tas de raisons qui sont évoquées, ou bien c'est des raisons socio-culturelles. On veut garder la tradition, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des lustres et on veut maintenir. Et donc, la fille est exposée à cet état de choses. Franchement, pour la tradition, il faut mettre la femme face à toutes ces douleurs et tout. Mais bon, pour une des intervenantes de la Vox Pop réalisée, c'est Ada Gbigbo. Est-ce qu'on peut appeler ça une circoncision féminine? Ce serait une appellation un peu, je vais dire, abusive. Disons qu'autrefois, on appelait ça effectivement circoncision féminine. Parce que parallèlement, on considérait que chez le garçon, on faisait la circoncision pour enlever, ce qu'on enlève, c'est le prépuce. Et le prépuce était un peu l'organe vestigial, donc féminin chez le garçon, qu'il fallait lui enlever pour qu'il accède à la masculinité. Et donc chez la femme aussi, le clitoris représentait un peu, parce que c'est un corps érectile, tout comme le pénis, avec un repli aussi qui ressemble à un prépuce, qu'il fallait débarrasser la femme de cet élément pour qu'elle soit, de cet élément masculin. Pour qu'elle devienne vraiment une femme. Donc je pense que l'origine de cette appellation part un peu de cette analogie-là. Mais médicalement, ce n'est pas correct de faire un parallèle. Ce ne sont pas des synonymes, ce ne sont pas les mêmes actes avec les mêmes portées. Parce que certainement vous allez en venir, hein, ce n'est pas uniquement le clitoris qui est visé là. Ça dépend en fonction des types. On peut avoir effectivement, en fait, la gravité, les risques sont étroitement liés à la, comment je vais dire, à l'ablation anatomique, la quantité de tissu qui est enlevée. Alors, notre juriste, les Nations Unies ont quand même considéré les MGF, les mutilations génitales féminines, comme une violation des droits humains, notamment des droits de la femme. Pourquoi? Est-ce une violation des droits de la femme? Bien sûr que c'est une violation des droits de la femme parce qu'elle est touchée dans sa santé, son intégrité physique, toutes sortes de pratiques dégradantes qui sont interdites au plan international. C'est des droits universellement reconnus et que dans les instruments juridiques internationaux que nos États ont ratifiés. Et donc, il s'agit vraiment des droits humains qui sont violés en enlevant ces organes, ces éléments sur le corps de la femme. Et elle est soumise vraiment à des douleurs atroces et toutes sortes de choses qui est interdite par celles qui vous écoutent, qui vous suivent là, et qui ont peut-être subi les mutilations génitales féminines diront certainement non, elle, c'est parce qu'elle n'en a pas été victime et que ce n'est pas de sa tradition. Est-ce parce que vous tenez ces propos-là parce que vous n'avez pas été mutilée? En fait, les conséquences sont énormes. Parce que nous avons d'abord les conséquences immédiates où la femme peut avoir des hémorragies. On peut avoir même des conséquences mortelles. Et on va en venir tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est le droit à la vie même qui est touché. Et au moment de l'accouchement également, la femme ressent les conséquences, disons, lointaines de cette pratique. Et donc, vraiment, c'est pas parce que nous n'avons pas subi la pratique, mais quand nous nous référons aux droits humains, aux droits de ce n'est même pas la femme seulement,
les droits humains en général et plus spécifiquement les droits de la femme sont violés à travers cette pratique. Je vais peut-être partager avec vous ce petit poème, un extrait certainement du poème de la Somalienne Doabo Moussa, ça date de 1988, qui décrivait l'infabulation. Vous allez nous détailler tous ces thèmes-là tout à l'heure, comme les 3 peines de la femme. La procédure en elle-même est déjà une peine. La nuit de noces, quand elle doit être coupée, est déjà une autre peine. Et l'accouchement, quand elle est à nouveau coupée, malgré l'évidente souffrance, ce sont les femmes qui sont à la base de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Il faut quand même situer pour dire que la souffrance de l'excision, c'est pas c'est presque voulu, c'est pas un raté de la cérémonie. C'est voulu parce que c'est considéré, je pense, de façon coutumière, que la femme qui est excisée et qui a pu passer cette étape sera courageuse pour affronter l'accouchement. La souffrance fait partie de la cérémonie. Donc, je ne vous arrête pas, c'est un peu comme cette image-là qui me vient rapidement en tête de la circoncision masculine dans certaines régions du Nord où l'homme debout c'est devant sous le forme monde. de rituel. Et souvent, d'ailleurs, elles sont plusieurs, c'est à la chaîne. Et en dehors de ça, effectivement, ce sont les femmes qui sont au cœur de ces pratiques. C'est souvent la tante, la grand-mère, la belle-mère qui va emmener la fille de force chez l'exciseuse qui est encore une femme. Il faut dire que chez nous en Afrique, ce sont les femmes qui sont au cœur de tout ce qui touche l'appareil génital de la femme. C'est pour ça quand il y a accouchement, vous allez voir, on dit que c'est une affaire de femmes. On ne voit pas des hommes. Donc, les femmes sont au cœur de ces pratiques et c'est pour ça que nos sensibilisations doivent s'accentuer sur les femmes. Sur les femmes. Voilà. Donc, oui, par rapport à ça, c'est vrai que c'est les femmes, malheureusement, qui sont au cœur de la pratique. Et je vais vous donner un petit exemple. J'étais à une conférence en Mauritanie sur la question, justement, et un défenseur des droits humains, des droits de la femme en particulier, qui nous dit au cours de cette réunion que vraiment il faut parler aux femmes parce que lui, défenseur des droits humains qu'il est, et sa fille, il a dit que sa fille ne va pas subir cette pratique, mais c'est sa maman et sa femme qui sont restés de connivence pour faire pratiquer l'excision sur sa fille à son insu. Donc, comme le dit le docteur, il faut vraiment agir sur la femme parce que pour elle, si la fille ne le fait pas, c'est qu'elle est impure et il faut la débarrasser de ses impuretés afin qu'elle soit reconnue dans la société. Et c'est la tradition. Et pour compléter ce que Madame dit, en fait, les hommes aussi ont un rôle indirect. Pourquoi je dis ça? Quand, par exemple, ils refusent de marier des femmes non excisées, parce qu'il y a des hommes qui exigent. Il y a des zones, des régions où les hommes, si tu es une femme, tu n'es pas excisée, tu n'es pas bonne pour le mariage. Tu n'es pas prête pour le mariage. Tu ne peux pas lui garantir une fidélité. Tu ne peux pas. Et puis, il a besoin d'assurer sa supériorité, etc. Donc, pour plusieurs raisons, effectivement, les hommes, après, ont aussi leur rôle coupable. Mais avant tout, c'est les femmes qui sont au cœur de ces pratiques-là. Pas intentionnellement, pas pour nuire à la fille, en pensant à son bien. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas une pratique qui est faite pour faire mal, mais c'est en pensant au futur de la fille. C'est tout à fait normal. Normal pour elle. Mais est-ce que réellement l'ablation de ces organes génitaux de la femme réellement enlève toute impureté, permet de maîtriser les rapports sexuels carrément, sont réellement considérés comme je dirais, sexomètre? Est-ce que ça peut vraiment faire ça? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé connue des mutilations. Vous voyez même le mot mutilation. C'est comme si on se lève, on dit on enlève 2 doigts du pied parce que c'est la tradition. On va le faire parce qu'on veut, ce sont nos ancêtres qui faisaient ça, ça s'est transmis de génération en génération, mais quand on réfléchit bien, quand on explique à ces gens les conséquences que ça peut avoir, les complications que ça peut avoir, je ne pense pas qu'on ne puisse pas réussir à abolir cela. Mais quelle est concrètement la procédure pour faire des mutilations génitales féminines?
La plupart du temps, ce sont donc, comme on a dit, des exciseuses professionnelles qui vont couper à vif les petites filles en les maintenant de force. Sans anesthésie, sans rien. Sans analgésique, sans anesthésie, sans soins médicaux pour empêcher l'infection. Voilà un peu les images que nous envoie le réalisateur, merci. Ces images-là permettent de voir que ce sont des cérémonies rituelles où elles sont alignées et c'est le même couteau souvent qui sert à exciser toutes les filles. C'est encore un autre problème. Ce qui donne le problème de la propagation de maladies telles que les hépatites, telles que le sida. VIH, SIDA, etc. Il y en a plusieurs. Voilà les matériels souvent utilisés, des couteaux vraiment, comme l'a dit une intervenante dans l'élément témoin, des appareils, des instruments archaïques. Tout à fait. Qui sont utilisés, même pas non stérilisés. Non stérilisés, voilà. Et par un personnel qui n'est pas médicalement qualifié. Maintenant, à côté de ces procédures, parce qu'après, les procédures peuvent varier, je pense, d'une culture ou d'une région à l'autre, il y a les procédures plus sécurisées et c'est ça qui même est le danger parce que ça peut perpétuer ces mutilations. Mais c'est réalisé par des professionnels de santé de façon un peu plus sécurisée. Et à ce moment-là, on ne réussira pas si on ne lutte pas contre ces pratiques-là qui sont soi-disant sécurisées. Je sais que l'Organisation mondiale de la santé présente environ 4 types de mutilation. Tout à fait. On agit, pour certains types, on agit uniquement sur le clitoris, pour d'autres, on enlève carrément les lèvres, et pour d'autres, on ferme carrément les lèvres. Et c'est lors du mariage ou la nuit de noces qu'on revoit maintenant peut-être celle qui a eu à le faire et on coupe encore. C'est un fil ou quoi, parfois pour même ouvrir avant, les lèvres. Parce que quand la fille est à la puberté, il y a les règles qui commencent, mais les règles ne peuvent pas toujours s'écouler. Donc c'est ça qui est à l'origine de douleurs chroniques et d'autres complications. D'accord. Mais on va alors aborder voilà, les complications, les conséquences du sujet. Je tiens quand même à préciser les types. Puisque les types, c'est important pour mieux comprendre. Parce que on y va. le type 1, c'est décrit, on a 4 types comme vous l'avez dit, mais le type 1 va s'occuper uniquement du clitoris. Donc, le clitoris partiellement ou tout le clitoris, ou alors, plus rarement, que ce qui est le prépuce, le repli de chair qui est par-dessus le clitoris. Donc, on peut dire que c'est un peu soft, en guillemets. On a quelques images. Bon, on ne voit pas de très près, nous qui sommes ici en studio, mais il y a déjà le type 1, le type 2, le type 3. Oui, continuez. Le type 2, on va enlever le clitoris et les petites lèvres ou les grandes lèvres, partiellement ou totalement toujours. Donc déjà, c'est un type qui est beaucoup plus avancé. En sachant que c'est le type 2 qui est le plus communément pratiqué dans notre pays, dans les régions de notre pays. C'est ce que vous dites souvent, les femmes que vous rencontrez? Oui, l'excision. C'est ça qu'on appelle même l'excision proprement dite. D'accord. Que le type 1, c'était la clitoridectomie. Le type 2, c'est l'excision même. Et maintenant, l'infibulation. L'infibulation, là, c'est qu'on pratique, c'est comme un rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement. Donc, on sectionne et on repositionne les petites lèvres ou les grandes lèvres. Parfois, on les coud, on les suture. Et en fait, on laisse juste un petit pertuis qui peut avoir la taille d'un grain de riz pour laisser écouler les urines et le sang. Donc, il y a une fermeture, comme une fermeture totale de l'orifice vaginal, pratiquement. Et c'est les cas vraiment... On se demande comment on peut faire ça. Nos parents, on ne peut pas juger nos parents, c'est vrai. Oui, au fait, difficile. Pour eux, c'est tout à fait normal. Les gynécologues sont allés à l'école de la science, quoi. C'est tout à fait normal. Mon Dieu. Docteur, je reviens encore à vous. Les mutilations génitales féminines, une dame l'a encore dit dans l'élément témoin, c'est souvent pratiqué sur les enfants de 5 ans, c'est réel? Oui, ça dépend des régions, ça dépend des caractéristiques ethniques. En fait, ça peut aller de 5 ans à 15 ans, mais on a des zones au Bénin, dans le plateau, où on le fait aussi chez les femmes adultes. D'ailleurs, la chair est un peu dure déjà. Un des cas que j'ai vu, c'était justement une femme qui souffrait de fistules à la suite d'une excision du plateau. Et comme vous savez, la Fondation Clotilde Talon s'occupe de réparer les femmes qui sont porteuses de fistules, avec l'UNFPA, avec le ministère de la Santé. Et donc, au cours de ces interrogatoires, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est des femmes qui, pour se faire même examiner, déjà, elles ont une certaine réticence.
le traumatisme est encore plus vif. Encore plus, je veux dire, les séquelles sont vraiment, on ne peut pas les décrire. Surtout lorsque ces femmes-là vont quitter les zones, certainement, ce sont des zones reculées, dans les zones reculées que cela se passe certainement pas en ville. Ah, mais aujourd'hui également, ça dépend, hein. Je pense on en retrouve aussi en ville, hein, de plus en plus, enfin, surtout sur les bébés. Aujourd'hui, parce que comme il y a eu beaucoup de sensibilisation sur la question, à un moment donné, les 10 dernières années, où on a fait tellement de sensibilisation que les femmes, les inciseuses ont déposé leur couteau et tout. Oui. Donc, on a cru que le phénomène que c'est fini au Bénin. Le Bénin même a cru que c'était fini. Parce que, alors que le phénomène a pris une autre forme et la méthodologie a changé, on va beaucoup plus dans les régions frontalières pour pratiquer les mutilations génitales féminines, surtout sur les enfants. Les enfants. Parce qu'on a posé la question... Les bébés pour brouiller les pistes. On a posé la question aux dames qui ont accepté au moins répondre à nos questions. Où est-ce que ça se passe souvent? Elles toutes, elles ont dit dans le nord. C'est dans le septentrion. Oui, mais il n'y a pas ça dans le sud. Oui. Plateau. Ce n'est pas qu'au nord. Effectivement, ce n'est pas qu'au nord, mais depuis, je disais tantôt qu'on a cru que le phénomène n'existe plus, mais je crois qu'à cause des informations qui reviennent, le ministère en charge de la protection sociale a eu à faire tout dernièrement en 2017 une étude exploratoire pour voir si effectivement le phénomène existe. Mais oui, l'étude a révélé que dans le septentrion, notamment dans les 4 départements du Nord, que le phénomène existe encore. Et c'est surtout au niveau des frontières, on traverse la frontière royalement pour aller le faire et revenir. Donc, il faut beaucoup plus d'actions. Et des actions, plusieurs pays ensemble. Oui. Ça ne peut pas être que des actions. Non, c'est une action, en fait, même continentale. La dernière fois, l'Union africaine a organisé une grande conférence où beaucoup d'États étaient là et c'est un thème là, galvaniser les engagements pour vraiment lutter, éradiquer les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. D'accord. Donc il y a une action comme ça financée par l'UNICEF et le FNIAP. Et actuellement, d'accord. Voilà. On a un peu parlé des complications, parce que demander si ça a des complications, bon, la réponse là, c'est positif. Quelles sont concrètement les conséquences que subissent ces femmes mutilées? Alors, les conséquences sont vraiment multiples. Elles sont multiformes, comme l'avait souligné Madame Soso tout à l'heure. Il y a des complications immédiates. Il y en a d'autres au long terme. Il y a des intriqués. Et pour commencer par les complications immédiates, la première, c'est d'abord la douleur, l'extrême douleur. En sachant qu'on peut faire un choc vagal quand on a très mal. On peut même s'évanouir, perdre connaissance. Donc, la douleur, je ne dirais pas jusqu'à faire un choc, mais presque. Ensuite, après la douleur, il y a l'infection. Comme on l'a dit tout à l'heure dans les procédures. Le même matériel utilisé. Voilà, le matériel n'est pas stérilisé. Les conditions de réalisation ne sont pas du tout sceptiques. Donc, du coup, on peut avoir des infections. D'abord, locales, au niveau de la zone excisée. Mais quand les bactéries rentrent dans le système sanguin, ça peut causer une septicémie, c'est-à-dire qu'une infection de tout l'organisme. Et ça peut conduire facilement et rapidement au décès. En sachant que les décès, dans les cas de mutilation, beaucoup de décès sont cachés parce qu'on a peur aussi. Est-ce que ces personnes décédées, leurs parents font allusion aux mutilations génitales féminines? Je pense que c'est très caché. Il y a beaucoup de silence qui entoure déjà les pratiques et surtout quand il y a des complications. Donc, on a parlé de l'infection, il y a l'hémorragie. C'est une zone qui est très vascularisée, la zone vulvaire. Donc, ce n'est pas du personnel expérimenté. L'anatomie aussi varie selon chaque personne. L'exciseuse a son expérience moins bonne ou pas. Et on peut causer des hémorragies vraiment foudroyantes. Et là aussi, c'est un décès qui suit. Donc, je parlais des infections. J'ai oublié de parler du tétanos.
puisque combien de filles sont vaccinées? Donc, on peut avoir le tétanos, on peut avoir le VIH. Vous avez vu les images qui passent, c'est plusieurs filles à la fois. Donc déjà, ça, c'est des complications très graves. Il y a d'autres complications. Quand on finit d'exciser une fille, parce qu'elle a très mal, quand l'urine passe dans la plaie, elle va s'empêcher de faire l'urine, ça va créer une rétention d'urine. Qui dit rétention d'urine va dire infection de la vessie, infection de tout l'arbre urinaire. Vous pouvez avoir au niveau de la cicatrisation des kéloïdes, des cicatrisations vicieuses, etc. Tout ça, c'est des conséquences immédiates. Maintenant, les conséquences à long terme. Avant même de vous parler de ce qui me concerne, qui est l'accouchement, je vais vous dire tous les problèmes, on a parlé d'écoulement de règles. Donc, tout ce qui concerne les règles, les douleurs chroniques, les problèmes urinaires, les infections à répétition, tout ça, pour finir à l'accouchement, parce qu'on a parlé de la cicatrisation. Les tissus, physiologiquement, chez la femme, les tissus vulvo-vaginaux sont normalement lisses, sont élastiques, et c'est l'étirement qui facilite l'accouchement. Mais là, après excision, les tissus deviennent très durs, fibrosés, et c'est ça qui va causer plein de problèmes jusqu'aux fistules, jusqu'aux décès néonataux. Ou alors les bébés, quand ils finissent par sortir, ils sont tellement restés dans la filière que défaut d'oxygène, c'est encore des générations sacrifiées. Donc, les conséquences sont au-delà de ce qu'on peut même citer et imaginer. Mais ce n'est pas fini. Les problèmes psychologiques, ça c'est vrai, qu'on ne peut pas négliger. C'est pour ça que même si je dois vous parler de chirurgie, de quoi, ça ne réglera jamais en entier. Le seul le problème qu'il y a là, c'est qu'il faut prévenir ça, qu'il n'y en ait plus. Parce qu'on ne peut pas, comment on résout ça? Quelqu'un qui est déjà défait, détruit depuis son enfance, qui a eu un choc post-traumatique, qui a déprimé, qui a déjà développé une faible estime d'elle-même, comment est-ce qu'on répare cela? Donc, les conséquences... La réparation, c'est juste une solution partielle. Est une, voilà, très, très partielle. Très partielle. Mais et notre juriste, Mme Agbarolou, les auteurs et les victimes le savent, connaissent tout ça? En tout cas, en fait, comme on le disait tantôt, c'est quelque chose qui est normal et c'est une pratique traditionnelle, il faut le faire. Mais depuis que des sensibilisations ont commencé, depuis plus d'une dizaine d'années, les auteurs, les victimes même le savent. Et les tests qui existent en la matière prévoient la dénonciation. La dénonciation, il faut oser dénoncer. Et ça prévoit des sanctions. Et c'est justement pour ça, comme elles savent que c'est sanctionné, c'est puni, elles changent de méthodologie. Elles changent de méthode, elles font ça dans la clandestinité. On va revenir sur ce que la loi prévoit. Sinon, donc, là, on vraiment, risque de rendre nos femmes qui sont là comme des téléspectatrices ou des spectatrices. Vous avez le micro, impossible de parler. Vous êtes touchés par le sujet, c'est bien cela. Mais Yasmine, vous étiez sur le terrain, vous êtes la deuxième spécialiste santé de BB24, en tout cas ici. Mais merci Rose Danondé. Oui. En fait, on en a tellement entendu parler, mais là, c'est que, rien qu'à entendre la gynécologue parler, c'est que ça touche au point. Je vous regardais. À un moment donné, j'avais envie de quitter le plateau parce que, franchement, je me dis, ces femmes, elles en subissent tellement. Et à l'accouchement encore, depuis je serrais mes cuisses, je me dis, mais c'est pas. Comme on ne me touche pas, quoi. C'est comme si c'était à moi qu'on le faisait. Donc, je me mets un peu à leur place et je me demande, est-ce qu'il y a une solution pour elles? Est-ce que réellement, il n'y a pas quelque chose pour les accompagner? Parce que c'est la souffrance de toute une vie. Effectivement. Est-ce qu'on peut réellement les accompagner? Est-ce que la loi a prévu quelque chose pour ces femmes qui ont déjà subi? Ne pensons pas qu'à juste sensibiliser pour qu'on ne le fasse pas, mais celles qui ont subi, comment on peut les accompagner pour qu'elles puissent réellement s'en sortir? Ça, c'est la question de prise en charge. Et la loi qui punit a prévu également des mesures préventives et la prise en charge également. D'accord. Alors, parlons de la loi. Qu'est-ce que la loi prévoit déjà pour les auteurs? Voilà. D'abord, la loi a interdit. Nous avons la loi de 2003 sur les mutilations génitales féminines. Nous avons la loi sur les violences faites aux femmes. Le code de l'enfant également qui est venu renforcer les dispositions qui sont prévues dans cette loi et interdisent la pratique.
Et maintenant, ça, c'est les mesures préventives. Mais il y a des sanctions qui sont également prévues. Vous allez me permettre de passer, c'est les dispositions, les sanctions qui sont prévues. Quand nous prenons, par exemple, l'article 4 de la loi 2003 sur les mutilations génitales, il a dit quiconque aura pratiqué sur une personne de sexe féminin une mutilation génitale, sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 à 3 ans et d'une amende de 100 000. De 6 mois à 3 ans, c'est ça? Oui, de 6 à 3, à partir de 6, suivant la gravité. C'est-à-dire la peine va de 6 à 3 ans et d'une amende qui va de 100 000 à 2 millions de francs. Mais ce n'est pas fini. Lorsque le phénomène, la mutilation est pratiquée sur une mineure de moins de 18 ans, la sanction est aggravée. Et ça va jusqu'à 5 ans et l'amende de 3 millions. Et lorsqu'il y a décès de la victime également, la peine est encore aggravée. Et le code de l'enfant est venu renforcer et en disant qu'en cas de décès de l'enfant, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, cette personne l'auteur de cet acte-là, qui est rendu coupable de la pratique sur un enfant qui est décédé. Doit être fait la prison à vie. Ben, docteur, vous êtes avec ces femmes-là. Vous en recevez en consultation. Est-ce qu'il y a de ces Disons femmes que ici à Cotonou, là où je travaille, je n'en reçois pas beaucoup. Mis à part justement celles qui ont été dépistées dans le cadre des fistules et dans leur histoire, on retrouve la notion d'excision. Mais sinon, j'ai eu à travailler en fin de spécialisation dans un hôpital, l'hôpital de zone de Natitengu. Et c'est vrai que là-bas, j'en ai eu pas mal. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois la vulve d'une femme excisée. Avec aussi, d'ailleurs, les complications à l'accouchement, avec tout ce que... Et avec tout ça, selon vous, la loi vraiment sanctionne? Bon, je ne peux pas juger la loi. Sanction, il faut que... tout ce qui me réjouit là, c'est le dernier aspect, la réclusion. La perpétuité. En fait, je n'avais pas fini. Amende de 3 millions. Cet aspect-là, c'est que il faut que la loi même a prévu de dénoncer. D'abord, il faut déjà qu'on dénonce parce que les gens se protègent entre eux. Comme c'est une pratique qu'on ne veut pas laisser, on se protège. Or, cette même loi a dit, si vous avez connaissance de la préparation des mutilations génitales féminines sur un enfant ou bien sur une femme et que vous n'avez pas dénoncé, vous serez sanctionné. Et qu'on se rend compte que vous avez connaissance de ça, donc ça veut dire que vous êtes complice. Donc vous êtes puni de la même manière que l'auteur même. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'interventions parce que nous travaillons sur le terrain. Nous travaillons sur le terrain et vous allez voir lorsque il y a encore certaines personnes qui interviennent lorsque le juge est saisi ou bien le procureur est informé. Il y a certaines personnes qui interviennent pour dire non, il faut laisser tomber, c'est mon parent, c'est-à-dire tout ça là vient et altérer ou bien empêcher un peu l'application effective de la... Donc parce que là, il ne faudrait pas se laisser aller, il ne faudrait pas accepter tout ça. Donc il ne faudrait pas accepter, mais moi je sais que si le procureur, si on laisse la procédure suivre son cours normalement et monter vers le procureur, une fois que le procureur est saisi, la loi doit être, le droit doit être dit. Mais c'est pour vous dire qu'il y a ces interventions qui viennent... Vous avez eu à gérer de ces cas-là? Il y a des cas, nous avons même eu parce que nous on travaille souvent avec des magistrats sur le terrain. Il y a même des chefs traditionnels qui se sont réunis
pour écrire un message, une lettre à vouloir adresser à la présidente pour demander qu'on les laisse pratiquer la mutilation génitale féminine. Ça prouve que la sensibilisation n'a pas encore porté, l'information ne porte pas encore. Il faut apprécier l'ampleur du phénomène. C'est un problème de mentalité. C'est ça. On ne change pas la mentalité d'un clic. Et comme vous l'aviez dit, ce n'est pas pour faire du mal. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas intentionnellement pour faire du mal. Donc, c'est parce que quand on me dit, je suis pour l'application des textes, attention, mais je dis, est-ce qu'on peut facilement emprisonner toute une communauté qui se livre? Comment on fait? Donc, je pense, c'est pour ça que pour moi, les textes doivent être appliqués, mais insistons beaucoup sur la sensibilisation. On va revenir tout à l'heure sur comment il faut aujourd'hui mener les actions et tout. Nous allons donner le micro à quelqu'un d'autre, une autre dame interpellée par le sujet. Merci beaucoup, heureuse d'annoncer pour le sujet déjà. Et là, moi, je me réjouis. Pour moi, c'est Fulgence Aruntondi. Et en tant que défenseuse des droits de l'homme, je me réjouis déjà qu'il y ait des sanctions prévues déjà pour punir ces auteurs d'actes. Parce que je ne conçois pas déjà un enfant qui n'a pas encore la maturité qu'il faut, déjà à 5 ans, 6 ans. Oui, même pas majeur pour prendre des décisions. Pour dire non. Si c'est déjà une personne qui est au-delà déjà de 18 ans, on peut lui dire, au fait, c'est toi-même qui as choisi. Tu pouvais aller déjà vers des personnes recommandées, voir les autorités et dire non à ces pratiques-là. Eh bien, moi, je voudrais d'abord qu'on s'en peut sentir sur la sensibilisation. Il faut dire que dans ces régions-là, les personnes ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas instruits en CRIF. Donc, il faut aller dans ces régions-là, voilà, aller dans ces régions-là et faire la sensibilisation. Il ne faudrait pas parler juste la langue de Molière, il faut leur parler leur langue. Bien sûr. La langue qu'ils parlent dans leur localité pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur des actes qu'ils commettent. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça me rappelle une petite anecdote. C'est déjà une séance de sensibilisation dans une zone reculée contre le paludisme, où les agents sont venus avec des pancartes pour montrer le mal. L'insecte, les parents ont dit non, ça c'est trop gros, ce n'est pas ce que nous avons ici, nous on n'a pas le moustique qui peut transmettre le paludisme. Donc il faut déjà vivre les réalités, peut-être être informé des réalités de ces environnements-là. Mais est-ce que vous prenez tout ça en compte avant de descendre sur les lieux? Vous êtes actrice de la société civile. Comment vous faites vos sensibilisations? C'est en fait, comme le dit le docteur, c'est une pratique qui est ancrée dans les mœurs. Et tout changement de comportement a besoin de temps. Et aussi de tact. Donc, la loi est là, c'est bon. La loi sera appliquée, mais la même loi a prévu des mesures de sensibilisation. Et il faut une approche holistique. Il faut prendre, c'est-à-dire travailler avec et non travailler contre. Il faut associer ces personnes qui ont l'habitude de perpétuer la pratique. Il faut les avoir avec vous. Ils doivent être des acteurs de sensibilisation, de changement de comportement. Donc, vous les avez avec vous pour mener la lutte. Donc, est-ce que vos luttes que vous menez déjà, est-ce qu'il y a de ces gens, il y a ces personnes-là, ou bien vous venez toutes, comme on le dit, les dames viennent de Cotonou et viennent vous parler? Il y a longtemps que nous avons passé ce cas, parce que la sensibilisation, nous sommes dedans maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et le mal, ça ne change pas, vous n'avez pas vu qu'il faut changer la méthodologie aussi? Oui, et c'est justement là où je veux en venir. L'approche a changé depuis, parce que il faut agir, comme je le dis, sur des personnes les personnes clés, et les avoir avec vous, les femmes, les chefs traditionnels, les religieux, puisque Madame Docteur parlait tout à l'heure des hommes qui sont aussi en dessous et qui exigent. Donc il faut avoir les hommes et les femmes dans la lutte. Sensibiliser, montrer, leur faire toucher du doigt les conséquences que le phénomène peut avoir sur la santé, et tout ça. Donc, c'est vraiment les approches comme ça qu'il faut utiliser. Et aujourd'hui, comme je le disais au début, c'est devenu une lutte commune
Et il faut aussi copier, apprendre des bonnes pratiques des autres pays où ça se pratique. Est-ce qu'il y a déjà des pays qui ont pu bannir ça de leur société, de leur pratique? Complètement non. Si c'est banni complètement, l'Union africaine les Nations Unies n'allait pas être encore en train de préparer des actions pour aller contre le phénomène. Donc, alors, docteur, vous avez présenté la gravité de la chose, mais est-ce que vous sentez une volonté politique pour diminuer, réduire le phénomène dans notre pays? Oui, la volonté politique, elle existe, c'est le ministère de la Santé, mais en fait, déjà, je sais qu'il y a des études, là, madame m'a informé qu'il y a le ministère qui a de la famille, qui a, voilà. Et cette donnée-là, l'établissement de cette donnée est très importante pour davantage faire le plaidoyer de tout ce qu'il y a à faire, de mettre en place des stratégies. Parce que effectivement, c'est comme j'avais dit au départ, il y a tout le silence, tout le tabou qui entoure ces pratiques-là, et on ne peut pas chiffrer. Nous, on a besoin, les scientifiques, on a besoin de chiffrer pour dire là, dans cette zone, même si possible, le nombre d'exciseuses qu'il y a, parce que ce sont des personnes, comme l'a dit madame, qu'il faut peut-être même essayer de les reconvertir qu'elles aient une autre profession. Quand il n'y aura plus d'exciseuses, le problème est fini. Donc c'est avec tact aussi qu'on va trouver les abords pour changer ce phénomène. Donc pour revenir aux statistiques, donc pour établir les données, il faut du temps, il faut des gens qui mènent ces études-là, et en fonction de ça, les stratégies sont connues. Je voudrais compléter pour dire que des données existent, mais c'est des données anciennes, qui datent de 2014. Mais l'étude menée par le ministère, c'est une étude exploratoire, et je crois qu'il se prépare pour mener une étude quantitative, qualitative, pour qu'on ait beaucoup plus de données sur la question. Oui, voilà. Yasmine, vous avez quelque chose à ajouter? Donc, ce sera toujours ma question il y a pris en compte. Pris en compte, d'accord. Ben, aujourd'hui, vous avez fait des propositions, hein? C'est ce que nous savons très bien faire, hein? Sur les plateaux, on invite les gens, ils font des propositions. Mais vous êtes, Madame Agbarolo, vous êtes de la société civile. Oui. Vous êtes membre ici d'une association que je ne vais pas nommer. Qu'est-ce que vous faites, rien que de dames, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous descendez? Quelle est la procédure, hein? Comment vous descendez sur le terrain pour travailler? Est-ce que vous avez des résultats concrets? Merci. Et nous travaillons, comme je le disais tantôt, depuis des années sur la question. Mais actuellement, également, nous avons un projet sur les mutilations génitales féminines, et nous associons, nous voulons beaucoup plus associer les médias, notamment les médias communautaires. Et donc, c'est avec ces médias que nous sommes en train de faire des contrats maintenant pour parler de la question, former même des journalistes, parce que, excusez-moi, il y a des journalistes généralistes qui n'ont pas forcément l'information sur la formation qu'il faut sur la question. Et pour communiquer sur cette question, il faut être formé. Donc, nous avons un programme de formation de ces journalistes pour qu'on puisse vraiment aller sur la sensibilisation des communautés et sur le phénomène. Ça, c'est votre avis, mais vous, technicienne, vous êtes de l'autre côté, vous recevez les femmes malheureusement déjà victimes de mutilations génitales féminines. Vous sentez réellement l'action des organisations de la société civile, les ONG, nous en avons assez, qui sont dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays. Vous sentez réellement leurs actions, vous? Je ne peux pas vous répondre vraiment objectivement à cette question, parce que je ne peux pas vous dire que je sens l'action, puisque je ne peux pas vous dire si les objectifs sont atteints. Quand on parle d'action, c'est qu'on a des objectifs et on a des résultats. Donc, est-ce que là, au point maintenant qu'on est, on peut parler de résultats? On n'en a pas. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas l'affaire d'une personne, d'un corps de métier. C'est l'affaire vraiment de tous les acteurs, pas que la société civile, c'est l'affaire de tout le monde, y compris des femmes. Et donc, rien que déjà de sensibiliser, et comme l'avait dit madame qui avait posé une question tout à l'heure, Fulgencia, parler dans les langues locales de ces zones-là, traduire, nous on a parlé des complications tout à l'heure, prendre cette partie-là et traduire dans les dialectes pour passer le message, c'est d'abord la première, les sensibilisations communautaires, c'est la première
Donc, je ne peux pas vous dire que les gens ne sont pas actifs, mais je sais juste... Il y a également, je sais aussi que la première action dont nous parlent les Nations Unies, c'est les médecins qui se sont mis ensemble pour sensibiliser. Vous êtes certainement de la société de gynécologie de notre pays. Qu'est-ce que vous faites? La société qui coiffe toutes nos sociétés, c'est la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. Et cette société est engagée auprès du système des Nations Unies pour abolir ces pratiques. Mais ce n'est, quand vous en parlez, c'est comme si depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait, quels résultats on a. Ce n'est pas en termes... Non, parce que nous, on ne veut que des résultats. Et que les chiffres baissent parce que les Nations Unies, l'OMS nous dit 3,3 millions au moins d'excisions sont réalisées chaque année. Je pense que si on arrive à faire passer les messages, à faire montrer les complications, les images, à faire... comment je dis, obtenir ce changement de mentalité, on pourra parler de résultats. Mais on est dans la lutte. Là, on est encore au niveau zéro, quoi. Non, pas du tout. On n'est pas au niveau zéro. Il y a des actions qui sont menées. Je disais tantôt que à un moment donné, il y a eu des déclarations, il y a eu des dépôts de couteaux, mais il semble qu'on a cessé on n'a pas continué. Okay. On a baissé un peu la garde en quelque sorte, et puis ils ont trouvé leur méthode pour aller faire ça dans les... donc, il ne faut pas baisser parce que c'est un phénomène séculaire qui est ancré. Donc, il faut continuer la sensibilisation, faire le plaidoyer. Nous travaillons aussi avec les médecins, nous travaillons avec les magistrats, les avocats, même les officiers de police judiciaire. Nous, on travaille ensemble avec les centres de promotion sociale. L'autre problème aussi, c'est leur réinsertion. Ces femmes-là, parce que, malheureusement, on ne pourra pas voir ce visuel, mais en Guinée, il y a eu un téléfilm qui a été réalisé où l'homme, malheureusement, n'est pas pour cette pratique. Il a malheureusement épousé une femme excisée qui ne ressent que des douleurs à chaque rapport sexuel et il est contre. La femme dit, bon, ce n'est pas de ma faute, ce sont mes parents, c'est la tradition, je suis contre. Mais ces femmes, quand elles quittent les zones reculées, elles viennent en ville et elles constatent que, ce n'est pas la normale, quoi, ce n'est pas une chose normale. Elles se sentent stigmatisées, genre... Pour ces dames-là, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un plan de réinsertion pour celles-là, surtout qui sont délaissées par le mari qui ne veut pas de femmes excisées? Ce que vous décrivez, c'est le retentissement psychologique. Et de plus en plus au Bénin, on commence à prendre en compte la note psychologique qui existe aussi dans d'autres pratiques qui ne sont pas des mutilations. Mais pendant longtemps, on ne faisait pas attention au psychologique. Donc ça, c'est la prise en charge psychologique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si on devait parler de réparation chirurgicale par rapport à la clitoridectomie, par exemple, ça ne prend pas en compte tout ce vécu, tout ce, justement, cette honte. Parfois, certaines se sentent honteuses, elles se sentent diminuées. Et c'est un handicap. D'autant plus que là, maintenant, nous sommes dans un monde où nous parlons d'égalité. On veut égalité, garçons, filles, les mêmes chances dans la vie pour réussir, pour aller ensemble. Mais les filles partent déjà handicapées avec, comment dire, elles sont handicapées quelque part, elles sont réduites mentalement, le sentiment d'infériorité. Maintenant, plus tous les autres problèmes médicaux. Il y a des filles qui n'ont pas de problèmes médicaux forcément, de complications. Il y en a qui s'en échappent sans grand-chose, peut-être juste les douleurs, mais il y a les autres, il y a comment je dis, la majorité, ce n'est pas le cas. Alors, on sent que les actions sont beaucoup plus pour la prévention, mais celles qui ont déjà subi... il y a la prise en charge. Nous, par exemple, nous avons créé des centres de prise en charge intégrés. Parce que nous classons tout ça dans les violences faites aux femmes. Donc, avec le problème des organisations de la société civile, c'est les problèmes de financement. Donc, nous, on a eu à créer, et avec un partenaire, des centres de prise en charge intégrés des femmes et filles victimes de violences. Et dans la pérennisation
dans la pérennisation du programme, c'est l'État qui a récupéré ces centres normalement. Donc les filles, comme elle dit, psychologiquement, prise en charge psychologique, médicale, toutes sortes de prises en charge, au lieu qu'elle passe qu'elle aille chez l'officier de police judiciaire, après chez le médecin, après. Donc, c'est une prise en charge intégrée. Donc, si vraiment ces centres-là peuvent reprendre service avec l'appui de l'État, parce que les organisations de la société civile, un projet est appelé à finir. C'est ça. Et donc, pour une pérennisation, il faut que l'État prenne le relais pour que ces femmes s'adressent à ces centres-là pour être prises en charge. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin, docteur. Je crois que vous avez dit l'essentiel. On va plus vous redonner la parole pour le mot de la fin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on a pu dire. On a beaucoup plus sensibilisé ici. Il ne faudrait pas en venir aux mutilations. La prévention s'impose. Ce sera tout pour le forum de ce jour. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.